Allez, pendant que Thierry-Antoine Santon y procède à la déshydratation, à l'hydratation de nos invités. Oui, et très bon barman. Je vais présenter effectivement les acteurs de cette première table ronde. Il y a, je vais commencer par vous, Tamia Maury, qui est la chef du service aménagement numérique mutualisé entre la communauté d'agglo du pays ajaccien et la ville d'Ajaccio. Elle est également consultante et dirigeante du cabinet au Palinque spécialisé dans la transformation, l'accompagnement managérial, l'intelligence collective et l'amélioration continue des organisations. C'est un peu long, hein? Il y a Thierry-Antoine Santogne à sa gauche, maître de conférence et directeur de l'INSPE, qui est notamment responsable du projet Smart Paes. Et je vous rappelle que cette table ronde porte sur la data au service des territoires. Donc, c'est pour nous l'occasion de partager un certain nombre d'expériences. Vous nous indiquerez en quoi consiste ce projet. Jean-Marie Seité, bonjour. Maire de Galéria, présidente du PETR du Pays de Balagne. C'est le pôle d'équilibre territorial et rural. Vous êtes également le président de l'AFIGEO. Hein, c'est notamment cette casquette-là que nous allons utiliser aujourd'hui. L'AFIGEO, c'est l'Association française pour l'information géographique et puis métier architecte. Et enfin, Jean-Marc Lazare, qui est oui, non, pas enfin du tout, Alexandre Vican, que je vais vous présenter tout de suite, qui est le chef de service des usages et des services numériques à la collectivité de Corse, et Jean-Marc Lazare, que vous voyez à l'écran, qui est avec nous par visio et qui est le cofondateur et président d'Open Data Soft, plateforme lancée en 2011, qui est conçue pour favoriser le partage et la réutilisation des données. Bonjour tout le monde et merci de participer à cette table ronde. Alors, on va peut-être procéder, si vous le voulez bien, à un premier tour de table pour que chacune et chacun d'entre vous s'exprime sur l'expérience qui l'amène jusqu'à nous. Tamia Maury, si vous voulez bien démarrer, vous êtes passionnée du numérique et d'intelligence collective. Vous avez travaillé pour plein de sociétés, Total, BNP Paribas, Orange, la SNCF, un peu partout, à Paris, à Londres, à New York et donc à Ajaccio. Votre rôle, on l'a dit, accompagner vos clients dans le pilotage de programmes de transformation liés à l'organisation, au management, à l'information, au digital. Vous êtes également associé, peut-être qu'on en dira un mot, à Time for the Planet, qui œuvre pour déployer 100 innovations luttant contre le réchauffement climatique. Et vous allez notamment nous présenter le programme de la CAPA, Territoire intelligent durable. C'est ça. Bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation. Je travaille effectivement pour la communauté d'agglomération du pays ajaccien et la ville d'Ajaccio dans le déploiement d'un plan numérique territorial. Donc, on travaille sur plusieurs projets dits de Smart City, dont on dit plutôt territoire intelligent, notamment projet de Smart Parking, mais également des projets autour de la mobilité, pour rebondir sur ce qui a été dit ce matin, et autour de capteurs de trafic, capteurs d'inondation et capteurs de qualité d'air, si je m'efforce aussi de faire le lien avec les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Et donc, c'est à la fois un plan numérique territorial donc, qui dicte la stratégie en matière de numérique et à la fois les projets terrain avec mes collègues qui sont présents ici. Évidemment, pour nous, l'enjeu, c'est de mieux connaître notre territoire afin d'améliorer le service aux citoyens, mieux connaître le territoire en captant les données utiles à la connaissance du territoire qui nous permettent après au service de notre collectivité de les analyser et d'adapter le service dans un esprit d'amélioration continue. C'est quoi une donnée utile pour vous? C'est une très bonne question. Alors, la donnée utile, c'est important qu'elle vienne d'un besoin. Donc, de savoir qui en a besoin, s'il y a des usagers, donc plutôt des citoyens qui en ont besoin, ou nos services internes, donc les différentes directions qui travaillent ensuite autour de cette donnée, par exemple les services qui s'occupent de l'aménagement du territoire. Est-ce qu'ils peuvent utiliser les captations que nous avons pour vérifier la validité de l'aménagement qui a été réalisé et donc mesurer l'efficacité de leur action. Si vous le voulez bien, dites-nous un mot peut-être de Capamo, qui est une application. Oui, Capamo, c'est notre application phare
sur notre territoire sur laquelle nous affichons pour les utilisateurs les données de trafic en temps réel. Donc, on se base sur une centaine de capteurs qu'on a posés sur le territoire et qui nous permettent de savoir quels sont les espaces les plus congestionnés ou les moins congestionnés sur le territoire. C'est une thématique qui est vraiment importante pour tous ceux qui travaillent dans disons, dans le bassin d'emploi, dans le bassin ajaccien. Et nous enrichissons cette application des informations sur le stationnement, donc la disponibilité de stationnement, parce que en fait, on se rend compte que 30% du roulage, donc 30% des personnes, si on prend une photo à un instant T, 30% des automobilistes sont en train de chercher une place. Donc, si on arrive à les aiguiller vers les places disponibles, eh ben, on réduit le roulage dans la ville d'Ajaccio et donc on réduit les émissions, on réduit la pollution et on réduit aussi le temps de passage dans la ville. Alors, si on comprend bien l'intérêt de la donnée collectée en temps réel pour ces problématiques de disponibilité de parking ou de circulation, à quoi vous servent les données historisées? Alors, l'intérêt justement de poser nos propres capteurs, contrairement à utilisation de données qui peuvent exister sur le trafic, sur des applications que vous utilisez pour la plupart, c'est justement d'avoir cet historique. Donc, l'objectif d'avoir un historique de données, c'est de pouvoir s'en servir comme une base de données et d'en extraire la substantifique moelle, si on peut dire ça comme ça, mais d'en extraire l'information importante à nos services aménageurs. Donc, de pouvoir dire, on veut savoir combien il y a de véhicules qui rentrent ou qui sortent sur tel axe, où est-ce que se rendent tous les véhicules qui sont passés par tel rond-point, où est-ce qu'ils se rendent, quelles sont leurs destinations, et ainsi mieux connaître les habitudes, les usages, les trajets sur notre territoire pour améliorer les aménagements, adapter les travaux, donc faire des choses qui sont au service des usagers. Merci pour cette présentation un peu succincte sur laquelle on reviendra dans le détail avec vous, si vous souhaitez participer, bien évidemment. Je voudrais que vous preniez le micro, Thierry-Antoine Santoni, pour nous parler donc de Smart Village, puisque vous êtes responsable de ce projet pour l'émergence de territoires intelligents. Vous avez participé à pas mal de projets de recherche en lien avec les réseaux de capteurs sans fil et la surveillance environnementale. Et vous travaillez actuellement à l'intelligence ambiante au service de l'environnement, intégrant la notion de résilience des systèmes avec de nombreux partenaires français et européens. Oui, c'est ça. J'ai porté le projet Smart Village entre 2017 et 2021 parce que maintenant, officiellement, il est terminé, même il continue parce qu'il est soutenu financièrement par notre laboratoire. Il s'agissait d'une expérimentation à Côte-Sanne. Expérimentation à Côte-Sanne entre 2017 et 2021, avec les partenaires, en particulier la CITEC, qui est ici présent, représenté par Nicolas André, mais aussi EDF SEI, Clément Baudot, qui était présent et qui assistait et qui a participé au projet pendant 4 ans. Ça s'est clôturé en 2021, même si le dispositif est toujours vivant. On avait aussi un groupe d'enseignants-chercheurs, Marie Ornivet aussi, qui est présente ici, à participer au projet, et un certain nombre de collègues. Et on a développé le système d'information qui accompagne la vision politique d'un maire qui avait une volonté de construire un territoire à énergie positive, qui consommait moins d'énergie qu'il n'en produisait, et ce déficit entre la production et la consommation. C'est sa première vision, essayer de créer un territoire qui respectait l'environnement et surtout un territoire qui voulait conserver des gens dans le rural, ce qui était l'une des plus grandes complexités. Lorsqu'on s'est rencontrés en 2014, on a essayé de débaucher un plan de bataille entre sa vision politique et ce que le scientifique pouvait amener. Et on a déposé un certain nombre de projets jusqu'à une réussite en 2017 avec un financement FEDER, financement européen pour ce projet Smart Village sur la commune de Côte-Sanne. Et alors, maintenant que vous avez un petit peu de recul par rapport à cette expérimentation, qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a été plus difficile à mettre en place? Check. Ça fait partie de ces travaux pionniers qui permettent d'un petit peu voir sur un secteur qui était un petit peu difficile, c'est-à-dire développer un territoire intelligent dans le rural, même s'il y avait une volonté politique et un gros appui, c'était assez complexe. Des échecs parce que ce qu'on avait imaginé au départ, tout n'a pas été réalisé, même si on est satisfait du résultat, de l'expérience et des compétences qu'on a pu développer durant ces 4 années. On a un système d'information éprouvé sur lequel on a mis énormément de capteurs environnementaux. Bon, ça, c'est positif. Ça, c'est positif.
Le système d'information qui a été co-construit avec la CITEC est performant et répondait aux attentes et utilisé par la commune pour la supervision des installations hydrauliques, pour les données environnementales, mais aussi pour des agriculteurs, parce que la dimension agricole est importante, avec un safranier qui utilise nos capteurs pour la partie exploitation de son exploitation et exploitation de son agriculture, et aussi des éleveurs qui ont utilisé des capteurs GPS pour géolocaliser du bétail. Et là-dessus, on a des retours positifs. On a aussi des retours positifs sur l'implication de la population, l'implication de la mairie, parce on s'est rendu compte rapidement que la donnée qu'on produisait avec un regard un petit peu, avec des œillères de scientifiques, devait demander une expertise aussi de la société. Et là, on a construit des ponts avec les habitants, avec nos étudiants qui allaient questionner les habitants pour avoir leur remontée, leurs difficultés, comment ils voyaient le projet, de ce dont ils avaient besoin. Ça, c'était un retour d'expérience important. Justement, il a pas mal été question ce matin de défiance et du socle confiance à consolider. À ce niveau-là, comment percevait-elle votre projet, cette population? On l'a eu, cette défiance, de manière très claire et légitime, on pourrait dire, hein, parce qu'on était en train de poser des capteurs, même si dans la volonté, c'était vraiment de l'intégration numérique sans être trop intrusif. C'était vraiment une volonté d'être au service de l'environnement de la population. C'était une espèce d'ensemble harmonieux sur lequel on voulait se positionner. On a eu des réticences parce qu'on s'est positionné, moi je me suis positionné dans un mode traditionnel où on exposait le projet dans des modes conférences. C'est les gens que je connaissais, parce que je suis originaire de la région, me disaient oui, oui, c'est très bien. Derrière, on savait qu'il y avait un frein, qu'il y avait des incompréhensions. Le pont qu'on a réussi à créer, c'est en faisant venir nos étudiants, en leur positionnant, lorsqu'on parlait de données, pas forcément de données collectées par le numérique, mais avec des enquêtes de terrain, des enquêtes ethnographiques, des ressentis, des entretiens menés, on a pu déceler un certain nombre de problématiques et on a pu corriger au fil du temps en impliquant un peu plus à peu près la population dans cette problématique. Donc on a eu une évolution au cours du temps qui est très positive, avec une volonté de nouveaux projets, hein. Il y a un centre de coworking qui s'est créé sur le village entre-temps. Avec le Covid a favorisé cela, mais avec une appropriation du numérique au service des habitants, des usagers. Mais on a eu cette défiance de manière naturelle et très compréhensible. Là, ce qu'on a pu comprendre, c'est que Rapidement, elle portait sur quoi? sur la défiance, Oui. l'incompréhension de la captation de la donnée et la possibilité d'avoir une intrusion au sein du domicile et l'observation qu'il peut y avoir. Donc, on a essayé de gommer cela en essayant d'expliquer. J'étais pas forcément le meilleur interlocuteur et mon explication n'était pas forcément la plus concrète. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de collecter ces craintes et de transformer ça en les accompagnant. Alors, pas en gommant, pas en artificialisant le système, mais en disant la vérité. Et on a essayé aussi d'associer l'école qui a communiqué sur le projet avec des mots simples et qui a permis vraiment de franchir un cap à ce niveau-là. Mais ça s'est plutôt déroulé dans les 2 dernières années. Sur les 2 premières années, on a fait de grosses erreurs là-dessus. Et je pense que la médiation et sur les futurs projets qu'on monte avec des comités où la population est associée, je pense que c'est vraiment des schémas très importants à intégrer, quoi. Alors, beaucoup de choses positives là dans la première partie de votre exposé et les plâtres que vous avez essuyés, alors c'était à quel niveau? Des plâtres, enfin, difficultés techniques parce on expérimentait un réseau de communication, si on rentre dans le technique, qui était le LoRaWAN, hein, technologie de communication sans fil, longue portée avec basse consommation. Donc on était sur une technologie qui émergeait en 2015 et on était en train d'attester chez nous. Problématique aussi de compréhension de la restitution de la donnée. On avait 3 types d'utilisateurs en face. On avait les chercheurs qui pouvaient utiliser la donnée brute pour des systèmes d'apprentissage automatisés, hein, machine learning ou intelligence artificielle. On avait la population qui forcément n'est pas forcément acculturée au domaine scientifique avec des courbes, et la mairie. Et là-dessus, il a fallu travailler sur des tableaux de bord, la restitution de la donnée, compréhensible par différentes catégories d'utilisateurs. Et ça a été un travail assez long. Il n'est pas terminé, il est en cours et ça demande encore des ajustements, hein. On est dans une boucle de démarche qualité. À chaque fois, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on essaie de les corriger. Mais ça a été l'une des plus grosses problématiques techniques et compréhension de la donnée. Après, sur le système d'information qui a été piloté et intégré par la CITEC, plus les interactions avec l'ETF, on a quand même un ensemble cohérent à la fin qui fait un bon POC sur CodeSan et qui nous permet de gravir des échelons et de permettre de relater notre histoire, hein, cette histoire sur la commune avec ce qui se passait avant et cette phase de transition.
à d'autres, hein, puisqu'on a d'autres projets en cours. Pour progresser, oui, on en reparlera aussi, hein. Alors, je suis un peu partagée entre l'envie de terminer le tour de table pour ne pas vous laisser trop patienter, et je sais aussi que quand on a des questions qui nous brûlent les lèvres, c'est un peu difficile de les reléguer à la fin, parce qu'après on les oublie. Est-ce qu'à ce stade-là des présentations de projets, vous avez envie d'intervenir rapidement, ou est-ce qu'on continue notre tour de table? On continue? Passer la parole, si vous le voulez bien, Jean-Marie Seité, pour effectivement parler de la data informatique, géographique et ou géolocalisée. Vous ne connaissez que ça, hein, me semble-t-il, puisqu'on en a discuté tous les deux auparavant. Toutes les données ont cette connotation géographique. Oui, bonjour. D'abord, merci de m'accueillir là. Alors, moi, je suis un président de la FIGEO assez heureux, puisque je suis encadré par des gens qui sont adhérents de la FIGEO, que ce soit la collectivité ou la CAPA. J'ai derrière moi quelqu'un qui participe aux prochaines Geodata Days, donc je le remercie. Il ne reste plus que Cotan, il ne reste plus que Jean-Luc, il ne reste plus que Chicoline et toi pour arriver à boucler l'affaire. Voilà. Ok. Bon, comme maire, c'est moins bien. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'élus. Et c'est l'une des questions récurrentes de l'information, de la data et de l'information géographique. Alors, un mot sur la FIGEO. La FIGEO, en gros, je ne vais pas vous faire un grand numéro sur la FIGEO parce qu'il y a un site qui est plutôt bien fait et puis que la FIGEO, c'est l'association de référence en matière d'information géographique. Alors, pourquoi elle s'appelle information géographique? Parce que ça fait longtemps qu'elle s'appelle information géographique et que finalement, elle a été rattrapée par l'histoire. Quand la FIGEO s'est appelée information géographique, elle voulait se différencier de structures qui géraient de la data, qui géraient de la donnée, et avec des données qui n'étaient pas forcément géographiques. Ça, c'était il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, la très grande majorité des données sont des données géographiques. Vous l'avez vu précédemment dans les deux interventions de ce matin, que ce soit au niveau des problèmes que se pose la défense nationale ou aux problèmes d'aménagement urbain, ou, on le verra sûrement, aux problèmes environnementaux, la majorité de la donnée est une donnée géographique. Alors, géographie humaine, géographie physique, mais géographique. S'il y a parmi vous des gens qui ont une vraie connaissance sur des secteurs de la donnée qui ne sont pas du tout dans le champ de la géographie, ça m'intéresse, parce que à la FIGEO, on est en train de se dire que finalement, on va tout couvrir à un moment et que ça devient un peu lourd. Et s'il y avait encore des domaines qui nous échappaient, ça nous arrangerait. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la FIGEO? À la FIGEO, on essaie d'être une structure complètement ouverte, hein, à l'ensemble de gens qui participent à l'écosystème de la transformation de la donnée en information. C'est-à-dire que c'est ce qu'on expliquait, c'est expliqué ce matin, et ce que tu expliquais, une donnée brute, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Pour vous donner une image, aujourd'hui, un géomètre, hein, s'il a besoin de faire le relevé de la pièce, il installe une petite truc de chez Leica, ça fabrique un nuage de points. Et avec ça, vous avez, alors suivant le réglage, la finesse, vous pouvez avoir 1 million, 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards de points. Ça sert strictement à rien. Si ce n'est que derrière, il y a quelqu'un qui va traiter l'information et qui va enlever tous les points inutiles. Parce qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est juste avoir les sièges. Donc, c'est comme ça qu'il va le récupérer. Donc, en gros, nous, notre boulot à la FIGEO, c'est de promouvoir ça, c'est de promouvoir le passage de la data à une information intelligente. Je rappelle, parce que ça a été un moment quand même clé dans l'histoire de l'information, en 2019, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les échanges d'informations ont généré plus de flux financiers que les échanges de marchandises. Ça veut dire que tout ce qu'on a devant nous, les bâtiments, les chaussures, les téléphones, les machins, tout ça, ça coûte moins de sous que le contenu de ce que vous faites quand vous utilisez ce machin-là. Donc ça veut dire que l'information, aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais c'est quelque chose d'extrêmement important financièrement, c'est quelque chose d'extrêmement important dans le monde économique et puis dans la gestion des territoires. Et ça, depuis 2019, on n'est pas revenu en arrière, malgré en dépit de la crise Covid, et je ne pense pas qu'on va revenir en arrière. Donc ça, c'est le premier point. Alors ensuite, peut-être juste un point pour vous expliquer où on se situe, nous,
par rapport aux voisins, puisque ce matin, on évoquait l'Autriche et Vienne, qui est effectivement une ville qui est plutôt connectée. Et puis là, on évoquait Kozan. En gros, comment ça se passe au niveau mondial? Il y a les GAFA, vous savez, ça, ok. Au niveau européen, on se situe comment? Au niveau européen, il y a quelques pays qui sont très en avance. Il y en a deux particulièrement, c'est le Danemark et les Pays-Bas, avec des systèmes qui sont relativement proches. Ça veut dire des organisations publiques-privées qui sont extrêmement fortes. Alors, que ce soit aux Pays-Bas ou au Danemark, c'est dans leur culture. Mais c'est une culture qui est très efficace. Pour vous donner une idée, aux Pays-Bas, la structure Géonovom qui s'occupe de gérer ça, c'est entre 100 et 400 salariés, suivant les moments, en permanence. Pour vous donner une idée, le Conseil national d'information géographique en France, qui gère l'information géographique et qui, théoriquement, pour l'État, doit arriver à faire la coordination de l'ensemble, c'est 2 personnes, Pierre Laulier et Vergès, qui sont détachées par l'IGN. Voilà. Donc ça vous donne une idée du décalage qu'il peut y avoir en ce moment au niveau, je dirais, institutionnel ou investissement institutionnel. Et c'est pour ça que je disais que j'étais un maire qui n'était pas très content, qui était un peu malheureux aujourd'hui, parce que je trouve que les élus, ils traînent un peu sur le sujet en France. Les élus danois, les élus hollandais, les élus allemands, avec Géonovom, sont un peu plus dynamiques. Ça, c'est le côté qui dysfonctionne des pays qui marchent bien au niveau européen et de notre retard. Au niveau français, on a en revanche des atouts très forts. On a des structures anciennes. On a d'abord une culture de la carte avec les Cassini, c'est clair. On a Napoléon Bonaparte, qui décide à un moment de cartographier le territoire. On a, et c'est pas mon confrère de la Défense qui veut dire le contraire, qui dirait que c'était pas important. On a l'Institut géographique national, on a le CHOM, on a des gens qui ont un vrai savoir-faire, on a des gens qui sont avec Météo France, avec le BRGM, avec les gens qui s'occupent de la qualité de l'air, des gens qui sont capables aujourd'hui de produire une donnée qui est extrêmement fiable, qui est une donnée de très bonne qualité. Et une donnée de très bonne qualité, c'est indispensable dans un champ de données, pas dans toutes les données. Hein. Il y a les fake news qui sont rigolotes comme tout, mais il y a des données souveraines où il faut absolument avoir de la donnée fiable. Et ceux que je viens de citer produisent de la donnée fiable. Et la donnée fiable, c'est très important. On s'occupe d'aménagement du territoire. Pour ce qui est des fake news, juste un truc, à Galérië, quand il y a 2 ans, le CHOP est passé avec son avion, il faisait des vols en peigne, parce qu'en fait, il faisait une bathymétrie de 0 à 50 mètres avec un système LIDAR. Donc, il balançait, hop, il volait comme ça. Bon. Et ben, à Galérië, au bout de 3 heures de vol, il y avait un avion de la DDT qui repérait toutes les constructions illégales. Voilà. Donc ça a été très difficile de leur faire comprendre que pas du tout, c'était un avion du CHOM et qui faisait de la bathymétrie. Et qu'est-ce que c'est que ça? Et ça sert à quoi? Et c'est pas vrai, et machin, voilà. Donc je vois que la Corse, en tout cas Galérië, comme le Mali, elle avait l'effet que ça marche bien. Voilà. Donc ensuite, la FIGEO, nous, notre boulot, c'est quoi? Ben, c'est de dire, au niveau national, on peut être en soutien, on l'est au sein du Conseil national d'information géographique, on l'est avec les ministères, on a des conventions avec tout le monde, on est hébergé par l'IGN, on a, voilà. Et puis on l'est surtout au niveau des régions. La loi NOTRe, loi un peu particulière, en tout cas dit que la compétence en matière d'information géographique, c'était les régions qui l'avaient. Voilà. Décision brutale dans un système qui n'est pas du tout organisé comme ça aujourd'hui. Donc, chaque région a un système particulier. C'est un écosystème qui est extrêmement riche, qui est extrêmement intéressant parce qu'il est souvent très agile, très efficace. Et du coup, c'est là qu'il y a de l'innovation. Et d'avoir voulu normer, ça n'a pas forcément été très efficace. En tout cas, ça a été totalement inefficace puisqu'il y a une seule région française qui est dotée d'un CRIG, enfin d'un CRIG, pardon, qui est donc le système que voulait mettre en place la loi NOTRe. Et en fait, la personne qui s'en occupe, elle est complètement immergée dans le monde associatif. Donc pour les autres, là, il y a une vraie richesse française sur des territoires qui ont réussi à fabriquer des structures complètement adaptées à leurs besoins. Ça, c'est passionnant, parce que du coup, les expériences qui se passent en Occitanie, dans les Hauts-de-France, je ne sais pas où, en Nouvelle-Aquitaine,
ou en Corse, pourquoi pas, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Et du coup, nous, notre boulot, c'est de coordonner tout ça. Et ça, c'est absolument passionnant. C'est une fois par an au Géonatades, on fait une réunion du réseau des CRIG et des CRIG et on échange les informations là-dessus. Alors, on a en plus un groupe de travail qui est permanent, d'ailleurs qu'on bosse toute l'année là-dessus, mais en tout cas, on fait un point annuel là-dessus et qui, du coup, est extrêmement intéressant. Puisqu'on descend les échelles, je finis juste sur l'accord, 2 mots. Il y a les mêmes défauts qu'ailleurs. Ça veut dire un écosystème extrêmement atomisé, des difficultés de communication très fortes, des gens qui conservent leurs données. Ils ne voient pas du tout pourquoi il faudrait partager les données. Voilà. Et puis finalement, aujourd'hui, des gens qui sont plutôt efficaces dans la gestion d'une donnée collectée commune, mais qui n'ont pas du tout la vocation, qui se sont auto-saisis, qui est l'agence d'Urba. Voilà. Et là, on voit bien que finalement, ça correspond à des questions de passion personnelle et que parce qu'on a des gens qui sont complètement plongés là-dedans et intéressés par ça, bah, finalement, ça se fabrique quand même. Alors, c'est une vertu, c'est que de toute façon, il faut des femmes et des hommes derrière les projets, parce que ce n'est pas les structures qui fabriquent les projets, contrairement à ce qu'on pourrait croire parfois. C'est que les gens qui fabriquent les projets, c'est que la volonté des gens. Et donc, ça, c'est plutôt bien. Par contre, ce qui serait bien, c'est que du coup, derrière, il y a un véritable soutien. Alors, de vous, j'en doute pas une seconde. De la société civile, je dirais, c'est un peu plus compliqué parce que moi, je vois les habitants à Galère, ils ne comprennent pas très bien ce que c'est que toutes ces conneries. Voilà. Mais peut-être des élus. Alors qu'on essaye, qu'on commence, nous, sérieusement, à arriver à mobiliser au sein de la FIGEO. Ça veut dire qu'on a toutes les régions qui sont adhérentes, mais plus que ça, quand on fait le Géolatades, on a vraiment des élus qui veulent venir et on a des présidents de région qui interviennent, on a des gens à haut niveau qui viennent et qui interviennent. Donc ça commence à bouger. Et puis, je crois que l'échec de Majoubi avec le ministère du numérique et le fait qu'à un moment, il faut réinventer les choses, c'est peut-être en train de faire bouger. Voilà. Donc, une femme plutôt optimiste. Merci Jean-Marie Seité pour ces mots. Je vais continuer le tour de table avec Alexandre Vican, le chef de service des usages et des services numériques à la collectivité de Corse. Alexandre, on vous a vu réagir aux propos de Jean-Marie, et notamment lorsqu'il regrettait le manque d'élus ici aujourd'hui, et puis le manque de prise de conscience peut-être. Et pourtant, il y a eu quand même le mois dernier le schéma directeur territorial d'aménagement numérique de la Corse, Smarties, qui a été adopté par l'Assemblée. Alors, quelle est la position justement de la collectivité? Alors, bonjour à tous, merci pour l'invitation et merci à mes co-intervenants parce que finalement, j'ai pris des notes et ça fait écho évidemment à ce que porte la collectivité de Corse depuis un moment déjà en matière de data, avec une stratégie plutôt pionnière en matière d'open data pour le coup, avec une mise en œuvre d'une plateforme open data dès 2013 avec un partenaire et une plateforme Open Data Soft qui se présentera tout à l'heure. Et au-delà de cette stratégie portée dès 2013 sur l'open data, aujourd'hui, ce qui est proposé par la collectivité de Corse en co-construction avec beaucoup de partenaires au cours de ces 2 dernières années, c'est une nouvelle stratégie qui s'appelle Smarties, donc de transformation de la Corse par un numérique choisi. Et au sein de cette nouvelle stratégie, le volet data est un des piliers de cette stratégie, un des piliers forts. Nous, ce que nous disons à la collectivité de Corse, c'est que la data, c'est le bien commun des Corses, qu'il y a des données d'intérêt général, qu'elles peuvent être produites, ces données, par évidemment des établissements publics. Nous en produisons beaucoup. Mes collègues sur la gauche, la CAPA et autres organismes publics en produisent beaucoup, mais il y a également des données d'intérêt général qui sont le bien commun des Corses, qui sont produits par des acteurs privés, voire même par des habitants. Et de plus en plus demain avec les objets connectés, ainsi de suite. Et ces données-là, il s'agit évidemment de les protéger, de les valoriser et de les mettre au service du bien commun des Corses, de nos territoires et de tout cela. Et nous avons listé, parce qu'aujourd'hui il y a des prédations évidemment sur ces données, notamment d'acteurs privés, où c'est finalement tout ce qu'on pourrait faire
dans l'intérêt de la Corse et des Corses avec ces données n'est pas forcément fait. Et on n'est plus sur des postures parfois de consommation de produits et de services via l'utilisation de ces données, voire même peut-être, j'exagère en disant ça, mais manipulation presque déconscience, ou en tout cas, voilà, plus que dans quelque chose qui est sain. Et nous, ce que nous disons à travers Smarties, c'est qu'il y a 5 enjeux autour de ces données. Il y a des enjeux juridiques, il y a des enjeux éthiques qui seront développés un petit peu plus tard, donc je ne vais pas donner de détails à ce moment, enfin, tout de suite. Des enjeux techniques et économiques, évidemment, des enjeux de souveraineté et de gouvernance, et enfin aussi des enjeux de numérique responsable, parce que toutes ces données, finalement, elles consomment beaucoup d'énergie et elles sont émettrices de gaz à effet de serre aussi. Tout cela est dit, et peut-être j'attendrai la deuxième phase du tour de table, mais ce qui est proposé, c'est une trajectoire pour justement répondre à ces 5 enjeux-là, à travers notamment la création d'un service public de la donnée dans les mois et années qui viennent, qui travaillerait à répondre à tous ces enjeux-là. On pourra y revenir tout à l'heure avec des actions très précises que pourrait réaliser ce service public de la donnée, pas tout seul en son coin. Il s'agirait de construire, de co-construire avec les forces vives du territoire et même nationales, telles que la FIGEO, ce service public de la donnée au service des Corses. Merci Alexandre Vican. On reviendra sur ces dimensions éthiques et de souveraineté numérique, notamment avec la mini-conférence après la pause déjeuner et grâce à l'intervention de Jacques Priol qui sera avec nous en visio. Je voudrais donner la parole au dernier intervenant qui patiemment a écouté les 4 premiers. Je pense que vous nous entendez bien, Jean-Marc Lazare. Je vous entends bien. Ah, et parfait, le retour est bon aussi. Vous êtes le cofondateur et le président de la plateforme Open Data Soft. On l'a dit, lancée en 2011, conçue pour favoriser le partage et la réutilisation des données, utilisée par environ 300 organisations. Plus d'un tiers sont des collectivités territoriales. Vous rayonnez dans 25 pays. La collectivité de Corse, on l'a entendu, fait partie de vos clients, comme celle de Toulouse, Paris, Bruxelles, Melbourne, Bristol ou Vancouver. Le but étant de valoriser le patrimoine de données et d'améliorer leur fonctionnement ainsi que les services proposés finalement aux usagers ou aux clients. Oui, écoutez, c'est un très bon résumé, merci. Et merci pour l'invitation, ravi d'être parmi vous, à distance malheureusement. Nous, ce qu'on s'est donné comme mission il y a une dizaine d'années, même si l'expression n'a pas de caractère politique, c'est vraiment de démocratiser l'accès et l'usage des données. On a vraiment une vision chez Open Data Soft, et donc quand on a lancé le projet, c'était de voir la donnée comme une connaissance, hein, en tout cas comme la matière première d'une connaissance, qui à partir du moment où elle est partagée, mise en forme et rendue intelligible, évidemment, nous rend a priori plus aptes à prendre de meilleures décisions, à comprendre ce qui se passe. Et pas voir la donnée simplement comme un objet technique, souvent qui peut être d'ailleurs anxiogène pour des gens qui ne maîtrisent pas la technique, ou anxiogène parce qu'il y a des craintes réelles parfois de détournement de l'usage de ces données. Donc par rapport à ça, on s'est donné comme objectif de développer des solutions pour rendre la donnée, donc quand on dit démocratiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire accessible, réutilisable, intelligible par le plus grand nombre. Voilà, ça ne veut pas dire que tout le monde pourra forcément s'en servir au quotidien, mais c'est un peu l'idée. On voit aujourd'hui qu'il existe de nombreuses plateformes pour finalement être capable, et c'est ce qu'on fait chaque jour, de consommer d'autres types de contenus, du texte, des images, de la vidéo, je dirais, sans même se rendre compte des prouesses techniques qu'il y a derrière tout ça. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il n'y avait pas de raison qu'on ne considère pas la donnée comme finalement le nouveau contenu, en plus des autres, hein, pas à la place, que l'on devait pouvoir partager simplement. Donc, ça veut dire le mettre en accès libre-service, en self-service d'une certaine manière, hein, comme l'est par exemple l'open data, quand il y a un portail open data, celui de la collectivité de Corse, et d'autres que vous avez mentionnés, d'entreprises aujourd'hui d'ailleurs qui se lancent là-dedans. C'est un accès self-service, ça veut dire que n'importe quelle personne, quelles que soient ses compétences techniques, donc soit du développeur informatique qui va rechercher des accès de type API, donc des accès
programmatique, à des gens qui sont plutôt analystes, qui vont vouloir télécharger des données brutes, mais dans des formats standards pour pas être bridés par jusqu'à des accès intelligibles pour tout un chacun. On doit pouvoir naviguer dans la donnée à travers des visualisations interactives, que ce soit des cartes, des graphiques. Voilà, donc c'est vraiment ce à quoi on s'attache. Et donc, vous le mentionniez, donc nous, à peu près un bon tiers de nos clients sont des collectivités territoriales, et sachant que d'ailleurs un autre tiers sont des délégataires de services publics. Donc c'est vrai qu'au global, donc dans les transports, l'énergie, etc. Donc au global, c'est vrai qu'on travaille beaucoup, je dirais, auprès des territoires et des services qui sont opérés. Et nous, on va la donner un peu sous trois angles. Il y a d'abord une donnée pour innover, je dirais, en tout cas développer rapidement des nouveaux services ou moderniser les services existants. On se rend compte qu'aujourd'hui, chaque activité humaine, d'une certaine manière, ça a été mentionné un petit peu tout à l'heure avec un objet avec le téléphone, produit de la data. Donc cette donnée-là, si on est capable de raccourcir le moment entre le moment où elle est créée, souvent pour un usage, et pour la ramener sur d'autres usages, on gagne du temps, on est beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide. Donc, je peux peut-être prendre juste un exemple, il y en aura d'autres peut-être à partager pendant le reste de la table ronde. Alors, je n'avais pas forcément prévu, mais j'ai noté qu'il y a 4 jours, depuis le 1er juillet 2022, toute commune de plus de 3500 habitants doit publier ses actes, donc par exemple les délibérations, sous forme électronique. Et alors, je fais le lien parce que il y a un de nos récents clients, donc la ville de Tourcoing, peu loin de Corté là, mais c'est qui a ouvert sa plateforme Open Data donc il y a une semaine, et donc la première chose qu'ils faisaient publier, c'est de mettre en Open Data, comme le font un tas d'autres de nos clients, les délibérations au format électronique. Donc on voit que finalement il y a une réduction du temps entre le moment où une délibération, un acte est produit, et le moment où il est mis à disposition de tous, et ça a été extrêmement moins coûteux que s'il avait fallu développer une application spécifique, puisque finalement les données existaient, les délibérations sont maintenant en général produites par un système informatique, elles sont mises en ligne sur le portail et elles sont accessibles dans la foulée à tout le monde. Donc ça peut paraître anodin, mais on voit une modernisation des services, un raccourcissement du temps entre le moment où une donnée est créée et le moment où elle peut être réutilisée. Puis peut-être sur un autre registre, pour donner des choses un peu concrètes, j'ai la ville d'Orléans, avec qui on travaille, s'est saisie notamment de sa plateforme de data, d'open data au départ, mais de data pour aller valoriser justement tout son patrimoine. Alors là, ça va être culturel, l'exemple que j'évoque, mais enfin peut-être culturel ou urbanistique, mais ça pourrait être tout un tas d'autres choses. Par exemple, dans la dernière exposition des œuvres d'art exposées dans la ville, ils ont saisi l'opportunité, on va dire ça comme ça, que tout le monde soit aujourd'hui familier d'utiliser un QR code, on connaît bien les raisons. Et donc, ils ont fait un lien directement entre le flashage, je ne sais pas si on dit ça comme ça, d'un QR code au pied d'une œuvre d'art, pour envoyer directement vers des pages web qui avaient été fabriquées sur la plateforme data et open data de la ville. Et donc, ça permet 2 choses, parce que c'est le retour, je me permets de le citer, du chef de projet. C'est ces données, de toute façon, elles avaient été produites par le musée des Beaux-Arts de la ville d'Orléans, donc elles existaient, elles étaient dans une base, elles ont été partagées sur le portail Open Data. Il a fallu faire un petit peu une petite page web qui permet de les éditorialiser, donc pas des technologies très compliquées, et de les mettre à disposition. Donc ça a permis de le faire très vite, avec un coût minime, puisque finalement, on a un lien direct quasiment entre une donnée qui existait et une expérience utilisateur que chacun peut avoir avec son téléphone mobile. Et troisième aspect, c'est de mesurer. C'est-à-dire que grâce au fait qu'à chaque fois qu'un QR code était flashé, il y avait un appel derrière à la plateforme Open Data de la ville d'Orléans, ça a permis de se rendre compte que cette expérience, parce que c'est des premières fois, il l'avait déjà fait avant sur des jardins éphémères, enfin, cette expérience a permis de mesurer qu'il y avait 30 consultations par jour en moyenne depuis 4 mois sur ces œuvres d'art. Donc c'est extrêmement intéressant aussi de mesurer l'impact, alors là, pour le coup, pas du dispositif technique, mais de l'intérêt que les gens portent à cette exposition qui était à Orléans. Donc voilà, après, évidemment, on pourrait trouver des exemples dans plein d'autres domaines, on a le recyclage, l'information trafic, la mobilité, mais on voit effectivement ce raccourcissement. Et puis, peut-être pour finir sur cette partie de tour de table, et puis après, on pourra revenir sur d'autres exemples si cela vous intéresse. Et nous, on essaie vraiment de travailler l'aspect, la donnée pour rassembler. Là, on a vu plutôt des exemples de type service pratique, qui permettent de moderniser rapidement et d'aller beaucoup plus vite dans le développement d'applications à moindre coût. Et le deuxième aspect, c'est comment est-ce que cette base de connaissances, je peux la partager entre plusieurs acteurs, soit au sein d'une filière, au sein de différents échelons territoriaux, pour justement toujours partir du problème. Donc peut-être un exemple que je peux citer, alors qui est pas en France, mais qui
qui est en tout cas des plus avancés sur lesquels on est impliqué. C'est à Tel Aviv, il y a un institut qui s'appelle le ILL, c'est un Living Lab autour de la mobilité. Et donc, ils sont partis de problématiques, mais qu'on pourrait retrouver un peu partout, qui sont comment réduire le nombre d'accidents, notamment avec les nouvelles mobilités, trottinettes partagées, etc. Comment est-ce qu'on peut, voilà, ce genre. Et ils se sont dit, on est tout un tas d'acteurs, publics et privés, grandes entreprises, petites entreprises qui se créent avec ces nouvelles mobilités, qui avons chacun un morceau de l'information qui peut nous permettre ensemble de comprendre ce qui se passe déjà, et ensuite de chercher des solutions. Donc, ils ont créé un hub, alors en anglais, en bon français, un Trusted Data Hub, donc un espace de données de confiance, comme ils l'appellent, et où, sur la base de conventions, parce que certaines données sont un peu sensibles, pas parce qu'elles sont individuelles, mais il y a des secrets commerciaux. En tout cas, ils se disent tous, on a un même gâteau et on a tous intérêt à ce que ces mobilités nouvelles, elles se passent bien et qu'il y ait moins d'accidents. Et donc, elles se partagent des connaissances. Donc, ça peut être des données issues de captation vidéo sur les caméras urbaines, ça va être des données d'usage des services privés de trottinettes partagées, etc., etc. Et tout ça sous la houlette, pour le coup. Ce qui est intéressant, c'est que l'organisme, on va dire, de confiance qui a mis ça en place, c'est la municipalité, dans ce cas précis, pour que tout le monde dise, voilà, on a intérêt à ce que le territoire soit plus vivable, si pour nous, pour nos administrés, et vous, pour vos entreprises, si vous voulez que vos services continuent à se développer. Et à partir de cette base de données un peu énorme qui se crée, là, ensuite, ils travaillent, pour un tas de technologies, d'intelligence artificielle, etc., pour comprendre et puis essayer de prendre des décisions. Donc voilà des exemples un peu concrets que nous, en tout cas, on outille et auxquels on se frotte au quotidien. Et évidemment, il y en a plus proches que ici en France à partager si ça vous intéresse dans le reste du débat. Merci Jean-Marc Lazare pour Est-ce que vous m'entendez? Merci. Est-ce que vous avez des questions à nos différents intervenants? Vous levez la main et je viens jusqu'à vous. Alors, même si ce n'est pas une obligation de parler dans le micro pour qu'on s'entende, pour la captation, ça reste intéressant. Bonjour à tous, Romain Maury, EDF. Moi, j'avais une question sur le partage de la donnée, et notamment par rapport à l'open data. Ce matin, on a parlé de fake news. Il peut arriver aussi qu'on a une réutilisation de nos données qu'on a partagées qui peut être frauduleuse ou erronée. Et en ce sens, ça peut nuire au propriétaire de la donnée ou à celui qui le partage. J'ai un exemple en tête, alors qui n'est pas forcément frauduleux, mais en tout cas pour mettre le doigt sur cette question-là. Nous, EDF Corse, depuis un mois, on publie le mix énergétique temps réel Corse. Concrètement, sur chaque heure, on va dire avec quelle part de la production électrique est produite par centrale fuel, photovoltaïque ou hydraulique, par exemple. Et donc, depuis, on a un autre site, pour ne pas le citer, Electricity Map, qui utilise ces données-là, qui ensuite va, pour chaque moyen de production, utiliser une conversion pour dire en CO2 combien de CO2 de kilogrammes de CO2 par mégawatt sont émises au niveau du territoire corse. Sauf que la norme qu'ils vont utiliser n'est pas forcément celle des centrales corse, et on arrive à un résultat qui n'est pas forcément conforme à la réalité. Donc voilà, ma question un peu, c'est quel est le risque et quelle est un peu la réglementation sur les données qu'on partage et comment on fait pour s'en prémunir. Alors, je ne sais pas vraiment à qui je pose la question, mais je vous laisse voilà, la main pour y répondre. Oui, moi, je veux bien dire un mot là-dessus. Les fake news, c'est dans la nature humaine. Hein. C'est la différence entre une donnée et de l'information. L'information, on considère que c'est devenu fiable. La donnée, c'est quelque chose qu'on peut trafiquer, c'est soumis à modifier. interprétation. Oui, puis au-delà de ça, c'est ce qu'on se disait sur le Mali ce matin. 12 000 articles, 6 000 fake news. Pour nous, mais pour les rebelles, 5 000 fake news. La donnée, ça dépend aussi du point de vue de l'observateur. Donc après, effectivement, je pense que peut-être qu'il faut que vous communiquiez sur le fait que la Corse est quand même particulièrement d'avance sur les ENR. Ce serait peut-être bien de poser ça de façon un peu forte, quoi. Et ça permettrait aussi d'expliquer aux gens que ouais, on n'est pas totalement vertueux, mais on n'est pas non plus les plus mauvais de la classe. Après, sur les fake news, ouais, c'est un truc, enfin, on vit avec, quoi. On vit avec, et alors, par exemple, en qualité d'élu, je peux vous dire que
Nous, on est une cible de fake news, mais merveilleuse. Moi j'entends des trucs, mais c'est extraordinaire. Je fais des choses incroyables. Je vous les raconte pas parce que c'est trop énorme. Mais... Oui, je dis juste un mot. Après, juridiquement, je laisserai parler peut-être des Jean-Marc gens Lazare. mieux placés que moi. Après, quand on joue le jeu de l'open data, selon moi, on ne peut pas maîtriser modulo les licences qu'on met derrière, des usages commerciaux et tout, mais ce genre de choses, à mon avis, il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Et j'aurai deux niveaux de réponse. Le premier, c'est qui mieux que vous pour proposer des data viz sur vos propres data, même si on en revient à la fake news, au complotisme, on ne vous croira pas, mais qui mieux que vous quand même pour afficher de la data viz sur vos propres data. Et la deuxième chose, et là clairement ça fait le lien aussi avec une stratégie plus globale et cohérente sur la transformation numérique d'un territoire, là à l'échelle de la région de la Corse, c'est que nécessairement on est obligé d'attaquer, quand on attaque des volets type le volet data, on est obligé d'attaquer d'autres volets comme le numérique inclusif. Et donc, autant que faire se peut, c'est un vaste sujet, acculturer les citoyens à ces choses-là et mettre le paquet là-dessus, sur les fake news et sur tout ce qui se trame finalement de pas joli ou nauséabond avec le numérique aussi en termes de manipulation des consciences. Voilà. Merci pour ces éléments de réponse. Ce que je peux juste compléter en disant qu'il ne faut pas lâcher le morceau, ça, qu'il ne faut pas abandonner. C'est pas parce que l'open data, à un moment, ça permet à des dingues de raconter n'importe quoi qu'il faut arrêter de le faire et qu'il faut arrêter de mettre en ligne et qu'il faut arrêter d'ouvrir l'information. Bien au contraire. Plus on sera transparent et plus on fournira d'informations et mieux ça fonctionnera. Ça veut dire que je ne dis pas qu'il faut les dégager d'un revers de main, mais quand même, c'est pas tout à fait loin de ça, quoi. Jean-Marc, peut-être pour un complément de réponse. Oui, juste par tes expériences, donc je dirais que l'aspect positif de ce qui s'est passé, donc relaté dans la question, c'est que ça crée justement, ça met en évidence une situation qui de toute façon aurait sans doute existé. Hein. C'est-à-dire que quand c'est des fake news, etc., les gens n'ont pas besoin qu'on leur mette à disposition de la donnée. Enfin, comme ça a été dit à un instant, les gens sont capables de raconter à peu près tout et n'importe quoi. Alors après, effectivement, à partir du moment où on se lance dans une démarche d'ouverture et de transparence, ben, souvent, alors je ne dis pas que c'est le cas pour le coup de TFSI, on connaît bien, mais souvent les gens ont tendance à dire bon, ok, j'ai mis en ligne mes données et le travail est terminé. En fait, c'est que le début. Hein. C'est-à-dire que, comme ça a été dit, souvent, et on voit d'ailleurs de plus en plus de portails open data que nous on aide à se lancer, ils sont immédiatement complétés par des visualisations interactives qui permettent de faire de la pédagogie, de l'explication, des méthodologies, ce qui coupe un petit peu court à d'autres personnes qui iraient le faire à votre place. Donc ça, c'est vrai que dans une bonne démarche, complète d'open data, il est bon effectivement d'assez rapidement associer des visualisations et d'appliquer les bonnes méthodes, les bons standards notamment là, dans la mesure de l'impact des productions énergétiques. Et puis après, c'est un travail continu. Hein. C'est un petit peu comme je refais l'analogie avec les moyens de communication sur d'autres contenus. Quand il y a quelques années, avant c'était réservé aux particuliers, maintenant toute institution, entreprise a un compte, des comptes sur les réseaux sociaux. Et puis derrière, il y a des community managers, des gens qui entretiennent le dialogue. Donc il faut voir la donnée comme un nouveau support de dialogue et d'information. Et auquel, il y a des personnes qui comprennent ces données, vont passer du temps. Oui, il y a pas, finalement, c'est pas tellement un sujet technique à la fin, c'est un sujet où on passe du temps à expliquer, à venir compléter et puis contrecarrer ou compléter des fois les interprétations erronées, alors volontairement ou pas, de certains. Donc c'est vraiment une démarche, tu vas vers les autres et qui crée du lien. Mais simplement mettre la donnée en ligne, des fois, ça crée des effets auxquels on ne s'attendait pas. Faire ce travail de pédagogie presque. Ouais. D'autres questions? Merci beaucoup à tous pour toutes les informations que vous nous donnez. Moi, j'avais une question, c'est peut-être plus pour l'Open Data Corsica. Est-ce que vous avez une vision, un retour des gens qui utilisent ces données, un retour sur l'utilisation effective de ces données? Est-ce que vous êtes content de la façon dont ces données sont réutilisées? Est-ce qu'elles le sont? Enfin bref, est-ce que vous avez une vision de ça? Peut-être nous décrire dans un premier temps sur quoi elles portent ces données globalement? Alors aujourd'hui, on a sur notre plateforme plus de 800 jeux de données
Après, si on est entre nous, qu'on se dit les choses, on essaye de mettre les données les plus intéressantes possibles pour nous et pour tout un chacun. Après, parfois, les données qui sont publiées sur les sites open data sont les données qu'on arrive qu'on arrive à récupérer, à mettre en place. Donc, c'est pas forcément dans tous les cas de figure les plus intéressantes. Après, on sait lesquelles sont utilisées, parfois comment elles sont utilisées. Après, j'ai Au pas moins de données consulter. statistiques. Exactement. Le nombre de consultations, le nombre de téléchargements, tout ça, on a des statistiques. Après, j'ai pas de données en tête là-dessus. Sur la Mais réutilisation qu'on peut en faire? j'ai pas d'exemple en tête. Peut-être qu'Eric pourrait en donner sur des réutilisations sur la plateforme Open Data. Il a plus d'expérience que moi là-dessus. Après, non, c'est à peu près tout. Vous souhaitez donner des exemples de réutilisation de données? Laissez-moi le temps d'arriver jusqu'à vous. Oui, juste, merci de me donner la parole. Donc, Éric Ferrari de la collectivité de Corse. D'abord, sur l'approche open data, elle est en train de se modifier avec le temps parce que au départ, en 2013, quand nous avons commencé à travailler sur l'open data, la stratégie, c'était recueillir le maximum de données possibles et enrichir nos portails du nombre de jeux de données le plus important possible. Bon, cette stratégie-là, y compris au niveau national, a été re-questionnée pour dire oui, mais s'il n'y a pas de cas d'usage, alors à ce moment-là, on va être confronté à des questions justement de valorisation de ces données. Est-ce bien pertinent finalement d'être dans une phase de recueil tout azimut? En tout cas, en passant par là, ça nous a permis de prendre conscience et d'acculturer aux enjeux de la donnée. D'ailleurs, je remercie certains partenaires qui sont présents dans la salle, notamment Qualitaire, d'avoir adhéré à notre démarche et d'avoir signé avec nous la convention Open Data pour la mise à disposition des données de ces bornes de recueil. Et ça, c'est très intéressant. Maintenant, en termes de cas d'usage, il y en a plusieurs. On peut parler ne serait-ce que du plan terrier, par exemple, de la Corse, qui est mise à disposition en open data et dont l'utilisation se fait, qui a permis d'être téléchargé à de nombreuses reprises par une population d'acteurs très diversifiés, que ce soit des scientifiques, que ce soit donc dans le milieu académique, que ce soit des acteurs qui travaillent sur le terrain et des acteurs privés d'ailleurs qui voulaient le plan terrier pour compléter leur couche et réaliser des études, des relevés de terrain, etc. Donc, toutes les données qu'on met en open data font l'objet parfois de consultation et parfois de valorisation à travers des cas d'usage. Il y a d'autres cas d'usage qui ont été mis en œuvre d'ailleurs dans le DataVis dont on va voir les résultats cet après-midi et qui montrent que les données sont aujourd'hui quelque chose qui peut être utilisé par l'ensemble de la société civile et pas seulement par des experts. Et c'est là où on voit justement que cette diversité amène à des valorisations assez inédites. Je prendrai aussi le cas d'usage des données de notre ENT, espace numérique de travail, des lycées-collèges, qui fait l'objet effectivement d'exploitation. Alors ensuite, la grande question qui a été abordée tout à l'heure, c'était la question de la valorisation des données avec le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement vis-à-vis des données, eh bien, plus les cas d'usage seront importants par rapport à un jeu de données précis, mieux on pourra avoir différents points de vue sur la donnée qui donnent à la fois peut-être sous certains angles le verre à moitié vide, mais à la fois aussi le verre à moitié plein. Et ça, c'est le cas, je vous donnerai un exemple, c'était le taux de connexion, par exemple, dans les lycées et collèges de Corse, qui peut, a priori, créer une discrimination entre un collège et un autre, parce qu'un collège aura moins de connexion qu'un autre à l'ENT, espace numérique de travail, et que ça voudrait dire qu'il travaille moins bien.
Mais pour autant, on s'aperçoit que finalement, dans l'usage de la donnée qui est faite, ce type de discrimination n'apparaît pas, alors que c'était une préoccupation des chefs d'établissement pour la mise à disposition de ce type de jeu de données. Et donc aujourd'hui, ces graphes et ces data vis de connexion, eh bien, ils sont publiés assez largement. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Éric Ferrard. Et est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? D'autres commentaires, d'autres remarques par rapport à ce qui a été dit? Moi, je veux bien juste dire un mot sur des usages comme ça de la donnée. Je parlais tout à l'heure des Pays-Bas. La ville d'Anvers, ils ont un système qui est un peu différent de celui qu'on a à Galérie. À Galérie, quand il y a un lampadaire qui tombe en panne, il reste en panne jusqu'au moment où le type ou la dame qui habite en face, il s'énerve et il m'appelle. Donc ça peut prendre 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Alors ça a un avantage, c'est que je suis au courant de tous les lampadaires. C'est un inconvénient, c'est que ça me bouffe un peu la tête, quand même, cette histoire de lampadaire. Alors, bon, et puis eux, surtout, ils attendent 15 jours ou 3 semaines. C'est un autre avantage, c'est que la consommation d'énergie de la commune est plutôt en chute. Le lampadaire ne marche pas, on ne consomme pas. Et que la transmission d'informations, ça a été généralement une engueulade qui a duré 15 ou 30 secondes. Voilà, donc juste que je me fasse engueuler. Voilà. À Anvers, ils ont un système tout à fait différent. Si le lampadaire tombe en panne, la personne qui habite en face fait une photo et elle l'envoie par texto. C'est récupéré sur un serveur qui lit la photo, qui extrait les métadonnées, qui donc géoréférence le lampadaire, qui analyse le fait que suivant l'heure, il est allumé ou éteint, et qui permet à ce moment-là d'envoyer au service de gestion du lampadaire en temps réel les informations, y compris la dernière fois que la lampe a été changée, y compris la dernière intervention qui a été faite dessus, et le type, il intervient le lendemain matin. Alors c'est sûr que moi, ça me fait rêver. D'un point de vue impact carbone, ça ne me fait pas rêver du tout, par contre. Ça, c'est clair. Voilà. Et donc, voilà des usages qui sont extrêmement rapides, extrêmement efficaces, extrêmement agiles. Ça, aux Pays-Bas, ce n'est pas du tout une structure d'État qui a mis ça en place, ce n'est pas des systèmes étatiques, c'est des systèmes alors, qui sont portés par cette structure dont je parlais tout à l'heure, qui a mis en place toute une série de systèmes qui vont permettre de créer ça dans les villes, mais en fait, c'est des échelles différentes selon les lieux. C'est aussi une question importante. Ça veut dire qu'on se pose tous la question du portail unique de la donnée. Oui, mais il faut se poser la question de l'échelle des territoires. Ça veut dire que Galère, j'ai dit tout à l'heure qu'on était comme le Mali pour les fake news, on est comme les 40e rugissants pour le débit Internet. Eric, c'est pour toi. Non, c'est en toute amitié que je te dis ça. Mais c'est vrai. Donc, en l'occurrence, l'altitude ou le portail d'entrée par rapport à l'échelle de territoire, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Moi, les données sur l'eau, j'en ai besoin sur mon bassin versant. Je ne vais pas dire, comme à Lyon, je me fous totalement du bassin versant d'à côté. Mais quand le bassin versant d'à côté, il est séparé par un col qui est à 600 mètres, vous comprenez bien qu'il n'y aura pas beaucoup d'interconnexions dans l'avenir. Donc, ce qui est important, c'est que moi, j'ai des données extrêmement précises, extrêmement fiables sur mon bassin versant. En revanche, sur d'autres sujets, par exemple le sujet transport, je vais pouvoir me débrouiller tout seul sur un bout, mais si je me débrouille tout seul, je vais finir par mourir. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des questions d'échelle sur les territoires qui sont extrêmement importantes. Et donc, il faut corréler à la fois l'information, mais à la fois le portail d'entrée avec les échelles des territoires. Si je puis me permettre, il y a quelque chose de moins coûteux par rapport à votre histoire de lampadaire. Non, c'est d'écouter RCFM le matin, le forum. Normalement, ça devrait être réglé très vite. On a fait un truc, c'est qu'on est en train de devenir village étoilé, donc on les éteint. Je Tout ça plaisante. va être réglé. Évidemment, je plaisante. Moi, non. J'aurais une petite question pour la FIGEO, justement. Alors moi, je m'occupe en fait du service SIG pour la ville d'Ajaccio et l'agglomération. Et donc, vous avez évoqué tout à l'heure l'exemple des solutions. Alors, on parlait d'échelle, justement, c'est hyper intéressant. L'échelle régionale, qui est une échelle pertinente. Vous avez évoqué le CRIG, PACA, donc qui est une structure très dynamique, ancienne, avec beaucoup de choses. Ce que fait la FIGEO, bon, on est membre aussi, vous l'avez dit. Ma question, elle est simple, hein, c'est qu'est-ce qui nous manque en Corse, selon vous,
pour pouvoir justement passer le cap et permettre à des communes comme la vôtre, par exemple, de pouvoir créer une synergie entre les collectivités et autres acteurs, hein, la CDC, l'université et autres. On parlait de Codzan aussi, ce qui se fait à Codzan, des choses comme ça. Souvent, on travaille sur des POC, on met en place des choses. Nous aussi, on le fait au niveau de la CAPA. Tamia l'a bien expliqué. On travaille même actuellement sur des solutions, par exemple, d'analyse de la voirie. Donc, on travaille avec une solution, avec une société israélienne là-dessus. Donc, on a fait un POC, on a un marché qui va être mis en place. Il y a de l'IA, on fait l'analyse d'image, quelque chose d'assez poussé. Mais derrière, c'est comment est-ce qu'on peut faire une mise à l'échelle pour pouvoir éventuellement, il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Ce qui marche, pouvoir après l'étendre au niveau régional, sachant, vous le savez mieux que moi, que toutes les structures ne sont pas dotées de ressources pour aussi après mettre en place les solutions, parce qu'il faut aussi les administrer, les gérer. C'est pas juste, voilà. Et aussi derrière, vous l'avez bien évoqué, qu'est-ce qu'on fait de la donnée derrière? Comment on l'exploite avec les services métiers qui n'ont pas aussi le temps, ils sont dans l'opérationnel. Un service transport, un service collecte, on travaille avec eux. Eux, c'est du quotidien. Vous l'avez évoqué dans votre commune. C'est la même chose même sur les grosses communes. C'est l'élu qui appelle parce qu'il faut collecter là. Et donc, du coup, cette vision-là, on met des capteurs, mais on n'en fait pas forcément grand-chose derrière. Donc, voilà, ma question, c'est ça. C'est selon vous, qui aviez l'expérience aussi nationale, ce qui se fait ailleurs, même si nous, notre région, elle n'a pas la même taille aussi. Donc, il y a l'insularité aussi qui fait que voilà. Mais il y a aussi, par exemple, je sais que la Martinique a mis en place Géomartinique, il y a des structures insulaires qui font des choses. Donc voilà, quel est votre avis là-dessus? Alors c'était rigolo parce que Géomartinique, la dernière fois que j'y suis allé, il me disait ouais, il faudrait qu'on fasse comme en Corse. Et pourtant, ils ont une structure qui marche plutôt bien. Crishpaka. Crishpaka, c'est effectivement extrêmement intéressant parce que Crishpaka, ça tient à la qualité humaine de l'équipe, c'est clair. Christine Arcas, star absolue de l'information géographique et de l'animation de groupes de travail, c'est clair. Mais ce qui est intéressant dans le Crishpaka, c'est qu'il y a deux structures en PACA. Il y a une structure régionale et une structure associative. La structure qui est connue, qui est reconnue et que vous avez citée, c'est la structure associative. Alors, bien évidemment, dans le conseil d'administration de l'association, il y a le président de Marseille de la métropole, il y a des élus de la région. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui a été produit en PACA et qui fonctionne n'est pas forcément du tout un modèle qui est transposable. Ça correspond à chaque fois à des réalités locales. D'autres régions qui marchent plutôt bien, je pense à Nouvelle-Aquitaine avec Pigma, qui depuis des années est vraiment un truc qui fonctionne de façon très efficace. Ce n'est pas du tout la même structure que le CRIJ-PACA. Voilà. Pour autant, ils font partie aussi des CRIJ et on échange en permanence avec eux. Donc moi, j'ai l'impression qu'en Corse, il faut trouver une solution native, territoriale, parce qu'elle doit être ancrée à la fois dans la géographie et dans la culture du territoire, de façon claire. Après, ça n'empêche pas, nous, ce qu'on essaie de faire à la FIGEO, c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs, vous avez raison. Donc, venez au Géodata Days et on fait un groupe de travail sur les expériences après la journée des CRIJ. On pourrait faire ça, hein, monter un groupe de travail sur comment on peut filer des coups de main entre régions, enfin entre structures régionales ou structures de ville ou de métropole ou d'agglo pour voir comment ça marche, ouais, pour faire en sorte que ça marche mieux. Voilà. Après, sur les données inutiles, moi j'ai toujours en mémoire, et je garde toujours en mémoire ce qui a été fait par l'Université de Liège à Calvi dans la structure qui s'appelle maintenant Star Réseau. Ils ont commencé dans les années 75, quand la structure a été créée. Toutes les semaines, ils descendaient dans la colonne d'eau, ils faisaient un prélèvement une fois par semaine, à profondeur constante, au même endroit. Ils ont fait ça de 75 à 2010. 2005, pardon. En 2005, l'Université de Liège ferme la Star Réseau, c'est un investisseur privé qui reprend. Lui, il dit, qu'est-ce qu'on va foutre de ce truc-là? Ça fait 30 ans qu'on a des données sur un truc qui ne sert à rien. Et puis finalement, il se dit, bon allez, ok, on continue 5 ans, on verra bien. Mais à partir de 2010, c'est devenu une donnée de référence pour le réchauffement climatique en Méditerranée qui est la plus utile et la plus utilisée. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de données poubelles. Moi, je pense que toutes mes photos de vacances, c'est des données poubelles.
Il faudra vraiment que je les détruise. Mais j'en fais de moins en moins, je fais pratiquement plus de photos, moi. Parce qu'en fait, si je fais sur Internet, c'est bien plus facile. Donc ça, effectivement, c'est de la donnée poubelle qui consomme beaucoup d'énergie, qui ne sert pas à grand-chose. Par contre, de la donnée scientifique comme celle de Staréseau, bah, tout d'un coup, c'est devenu une donnée qui était absolument indispensable. Au départ, il y avait cette idée derrière la tête ou pas du tout quand on Absolument effectuait pas. ces Non, pas du tout. Hein. Non, c'était juste une démarche scientifique. On le fait parfois. Vous savez, quand on est scientifique, on a des trucs un peu bizarres. Tout d'un coup, on se dit, allez, tiens, on va choper de la donnée là-dessus. Et puis, voilà, on aligne les données, on aligne les données. Du coup, c'est un peu délicat parce qu'on va parler de sobriété tout à l'heure. Faire le lien entre la donnée qui peut-être hypothétiquement nous servira plus tard ou celle qui est complètement et parfaitement inutile. Bah, vous êtes en train un peu de me mettre les bâtons dans les roues par rapport à cet C'était après-midi. bien mon intention. Merci beaucoup. Alexandre Vican. Oui, pour répondre à la question de la CAPA et à vos éléments de réponse aussi, aujourd'hui, il manque justement une structure au niveau régional pour ce qui est de la data et de la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie. Et ce qui est proposé, donc ça répond à ta question, Pascal, après, il n'y a plus qu'à mettre en œuvre cette structure, mais c'est de créer, et ça c'est dans Smarties, où là ça a été acté le 3 juin dernier, c'est de créer un service public de la data. Un service public de la data qui aurait par exemple comme mission de favoriser la culture du management de la donnée auprès des élus, faire un certain nombre d'actions auprès des citoyens. Tout à l'heure, on en parlait, contre les fake news, contre plein de choses. Pas que les fake news d'ailleurs, que leur expliquer que leurs données privées sont des données qui peuvent être réutilisées par d'autres à des fins privées. D'identifier les datas dont on parlait tout à l'heure, les datas d'intérêt général en Corse, dans un certain nombre de secteurs, qu'elles soient produites par du public ou par du privé. Cette structure-là pourrait identifier ça, une cartographie des données d'intérêt public en Corse, d'animer, fédérer, coordonner les acteurs, ça, partager des retours d'expérience, c'est ce que Pascal, tu disais. Il y a des territoires qui ont des retours d'expérience très intéressants. On parlait de Smart Paes, la CAPA, Galère, il y a probablement d'autres. Donc partager ces retours d'expérience. Fournir aussi des outils, des plateformes comme celles qu'on a aujourd'hui, Open Data Soft, mais peut-être demain d'autres, des outils de DataVis, des outils aussi, je pense à la CITEC, d'hébergement souverain de notre data. J'ai créé peut-être demain un lac des données d'intérêt général en Corse. Aussi, pourquoi pas, de l'IoT. On en parlait jeudi et vendredi dernier au Palais des Congrès d'Ajaccio. Cette structure-là, elle pourrait créer un réseau LoRa au niveau, ou en tout cas pas la créer toute seule, mais porter ce projet-là, de créer un réseau LoRa pour connecter tous les objets, tous les capteurs mis en œuvre par les territoires publics. Évidemment, mutualiser des compétences humaines, des data analystes ou des data scientists. Aujourd'hui, je pense que Galérien ne peut pas se payer un data scientist. Peut-être la CAPA, oui, et encore, peut-être la CDC, et encore. Donc, de mutualiser au sein d'une structure les compétences humaines aussi, et puis que cette structure pourrait être aussi le gardien du temple par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, le numérique éthique, les questions qu'on vient de se poser. Promouvoir la transparence des algos, promouvoir une forme de frugalité dans la consommation des données et dans la collecte des données, même si après, parfois, on ne sait pas ce qu'on va faire avec des données, donc il ne faut pas non plus se mettre des barrières. Et bien tout ça, c'est le service public de la donnée qui est proposé. Maintenant, il reste à le faire. Et pour finir sur quelque chose de très concret, Smarties, là, ce n'est pas qu'un arbre hors sol. Il y a des choses qui sont en train, qui ont été créées ces derniers mois. Là, on parle du service public de la donnée. Je prends un autre cas de figure, un autre pilier de Smarties, là, c'est l'inclusion numérique. L'inclusion numérique, donc il y avait une trentaine de structures de numérique, d'inclusion numérique qui font de la médiation numérique au quotidien, qui sont des associations. Elles n'étaient pas fédérées. On est sur le même sujet, mais sur la médiation numérique. Eh bien, vient d'être créé le Hub Corsica pour un numérique inclusif. Association loi 1901, préfiguration d'une SIC qui a été créée où tout le monde est membre. Aujourd'hui, il y a 35 membres dedans. Demain, il y en aura probablement plus, des privés, des publics, des associations, de tout. Cette structure-là, elle va faire la même chose que ce que je viens de décrire, mais pour le monde de la médiation. Deuxième exemple, sur un autre modèle qui part plutôt pour une régie interne, le CICERT, le centre de réponse cyber de premier niveau, qui est porté par la collectivité. Pareil pour l'aspect cyber, sur les mêmes types de missions. Et
troisième pilier, il y en aura d'autres. Il y a des choses sur l'e-santé. Et voilà, c'est de monter ce service public de la donnée dans les mois qui viennent, très concrètement. Et j'ai bien aimé ce que vous avez dit par rapport à la non-transposabilité, mais avec l'intérêt d'aller voir, on pourrait aller voir ce qui se fait ailleurs ensemble et aller voir ce qui est intéressant et ce qui est transposable ou non, et de créer cette structure ad hoc chez nous qui peut être d'une forme à définir ensemble, puisqu'on est dans une forme de gouvernance partagée. Et j'arrête là parce que j'ai été long, mais c'est finalement mon allocution pour répondre à ta question, Pascal. Cet outil-là, il manque. Enfin, il est nécessaire et plus que nécessaire. Construisons-le ensemble. Nous, aux collectivités de Corse, on fait une proposition de travailler ensemble dans les mois qui viennent autour d'un groupe de travail où pourrait, je rebondis aussi sur ce que vous venez de dire, nous accompagner la FIGEO et toutes les parties prenantes, publiques, privées, la chaire de l'université évidemment, pour réfléchir ensemble à la préfiguration de cette structure dont tu as parlé et qui manque évidemment dans le paysage corse. Peut-être Jean-Marc Lazare pour un complément de réponse. Oui, volontiers. Merci. Alors en fait, des choses dans lesquelles je me retrouve qui viennent d'être dites, hein. Nous, ce qu'on voit comme mouvement, voilà, dans un certain nombre de régions, alors pas spécifiquement sur les plateformes d'information géographique, mais sur les plateformes data, même si elles ont évidemment la plupart, comme c'était dit tout à l'heure, une composante géographique de plus en plus importante, c'est la notion de mutualisation et de réplicabilité. Donc la mutualisation, comme ça vient d'être dit, elle peut être technique. Alors quand on dit technique, c'est en termes de données, hein, c'est pas simplement les outils. Nous, ce dont on se rend compte en termes d'usage, c'est que là où il y a et selon les endroits, ça peut être des fois à la taille régionale, des fois au niveau des intercommunalités, ça dépend évidemment de la nature des territoires, mais il y a une énorme circulation on va dire inter-administration, hein, c'est-à-dire qu'une plateforme data, c'est certes se partager des outils, mais aussi c'est se mettre facilement à disposition des données, d'autant plus que les territoires, de par leur maille, peuvent avoir et ont des compétences différentes. Et en fait, plutôt que de les exclure, ça permet de rassembler. Donc, avoir une plateforme mutualisée, ou en tout cas une démarche cohérente de données, ça permet d'avoir des morceaux de données qui concernent des compétences différentes, mais qui en fait sont extrêmement complémentaires. On peut avoir des données sur la politique sociale sur un territoire, maîtrisée par tel échelon, et puis des données, je sais pas, sur la mobilité détenue par tel autre. Et évidemment, c'est extrêmement complémentaire de pouvoir disposer des deux pour analyser ce qui se passe et prendre de meilleures décisions. Et là, les plateformes, pour le coup, effectivement, aident à ça, dès lors qu'on est capable de ne pas avoir, je dirais, une seule vitesse et une approche trop centralisatrice, hein, même à l'échelon régional. Ce qu'on voit, là où ça se passe relativement bien, c'est quand les outils, les plateformes choisies permettent, voilà, la région peut avoir une certaine, peut-être des certains moyens en termes de compétences pour aller à certaine vitesse. Sur le même territoire, on va trouver des métropoles ou des villes qui elles-mêmes vont assez vite parce qu'elles sont peut-être mieux dotées. Et puis entre les deux, il faut permettre qu'il y ait des espaces sur lesquels différents territoires puissent s'approprier la démarche à leur rythme. Et à la fin, tout ça, ça doit concourir effectivement à voilà, un puzzle qui se remplit et qui va en tout cas, dont l'horizon, c'est qu'il soit complet. Maintenant, voilà, on sait que c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. En tout cas, ça va dans le bon sens. Et puis, c'est surtout le moyen de s'appuyer sur des compétences qui sont souvent assez réparties, hein, sur le sujet data en général et techniques numériques aussi. Hein, c'est pas spécifique au territoire, c'est vrai dans le monde économique en général. Les ressources peuvent manquer. Et donc pouvoir justement dans cette démarche un peu mutualisée s'appuyer sur des compétences qui ne sont pas forcément à son propre échelon. On voit par exemple, je prends en Occitanie, il y a une plateforme mutualisée régionale de data. La Haute-Garonne utilise cette plateforme mutualisée et met à disposition elle-même ses compétences pour aider, cette fois-ci pas sur le plan technique, mais sensibilisation des élus, formation des équipes, montrer que voilà, c'est pas forcément une surcharge, on peut faire mieux avec moins, comme c'était dit tout à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment s'entraider et cet aspect mutualisation, ça sert à ça. Et pour le coup, je pense que, voilà, c'est cet appel qui vient d'être lancé, je pense que ça va dans ce sens-là, c'est de fédérer aussi des ressources. Ça va dans le sens de la frugalité aussi, hein, parce qu'il y a une notion de réplicabilité. Alors les datas de mesure qui étaient évoquées tout à l'heure, ça c'est vrai que on peut toujours se dire à quoi ça sert de stocker les données de mesure. Ça pèse pas très lourd, ça, comme données. Pour le coup, on peut en stocker plein. Les technologies font qu'aujourd'hui, ça pèse pas très lourd comparé aux vidéos et autres sujets. En revanche, ça permet aussi, j'ai bien aimé l'exemple des bassins versants. On se rend compte aussi, c'est le moyen, cette mutualisation, de dépasser des fois les frontières administratives. Souvent, on est cantonné dans des frontières administratives et on se dit, c'est mon précaré, et on cantonne le précaré, je dirais, du monde physique au précaré de la data. Or, souvent,
prendre un exemple, au Pays Basque, on a aidé à lancer une plateforme qui s'appelle Zabal. C'est la plateforme gérée agricole du Pays Basque, donc elle correspond pas réellement à un découpage administratif. C'est tout un tas c'est une zone, on va dire, où le monde agricole de ce coin-là s'est dit, ben voilà, on a intérêt à travailler ensemble, on a intérêt à se partager des données sur les ressources en eau, sur l'évolution de nos parcelles, etc., etc. Et donc, c'est une filière qui s'est organisée, alors soutenue par les acteurs publics locaux, en l'occurrence par la communauté commune Pays Basque, mais en tout cas, ça ne correspond pas vraiment à un découpage administratif. Donc, on voit vraiment que cet aspect mutualisation fonctionne bien, enfin, peut bien fonctionner d'ailleurs. Et ensuite, l'aspect réplicabilité, parce que si sur un type de données, il n'y a pas de raison que les données qui existent, je dirais, la communauté de communes Pays Basque n'existent pas ailleurs, en termes de mesures, s'ils développent des outils intéressants ou des méthodes intéressantes, c'est extrêmement simple d'aller les répliquer ailleurs. Donc là, c'est aussi ça, on voit l'exemplarité et la réplicabilité qui est aujourd'hui favorisée par ces aspects mutualisation et transparence mise à disposition des outils. Merci. Alors, on va conclure pour plusieurs raisons, parce que c'est l'heure, parce que je voudrais que vous ayez 3/4 d'heure pour manger et que la prochaine conférence démarrera à 13h30. Elle sera animée par Jacques Priol pour ne pas non plus déflorer les sujets abordés cet après-midi, puisqu'il va être question à nouveau de souveraineté numérique et éthique, et que nous aurons d'autres tables rondes avec certains acteurs qui se sont déjà exprimés, qui prendront officiellement la parole. Mais simplement, en 1 minute, je voudrais vous redonner la parole à vous, Tamia Maury, et à vous, Thierry-Antoine Santoni, parce que la table ronde de ce matin portait justement sur le partage d'expériences des data au service des territoires, et que dans le prolongement de Capamo et puis pas exactement dans le prolongement de Smart Paese, mais un autre futur va naître du côté de Porto Vecchio. J'aimerais qu'on se donne comme ça des idées de quelques petites applications concrètes à développer dans le futur sur vos territoires respectifs. Nous, tous ces échanges très riches font vraiment écho à ce qu'on vit par rapport à nos différents projets, parce qu'on a vraiment du mal on s'interroge constamment sur le bon équilibre à trouver entre des datas collectées en se disant, potentiellement, un jour, on s'en servira, ça deviendra une information intéressante, et la réalité que ça représente. Poser des capteurs pour une collectivité comme la nôtre, c'est toute une logistique, c'est tout un aménagement, c'est un investissement. Les maintenir, c'est toute une logistique, c'est tout un investissement, c'est toute une dynamique. Les utiliser, les stocker, voilà. Donc, trouver le bon équilibre, c'est vraiment un challenge pour nous. Et on sera preneur de tous vos retours sur ces sujets-là cet après-midi ou dans le cadre des différents groupes d'échange qu'on a évoqués. Non, aussi, pour rebondir sur ce qui a été évoqué et ce qui est en train de se préparer sur Porto Vecchio, l'exemple du POC, moi j'ai eu la chance d'être invité sur de nombreuses réunions par le biais d'Alex, sur la CAPA à l'époque, mais aussi dans l'initiative de Smarties et sur l'expérience qu'on porte sur Côte-Sanne. Et on déposera là, porté par la commune de Porto Vecchio, il y a Pierre-Xavier Prieto qui est là, qui co-rédige le projet avec nous, qui sera déposé le 7 septembre. On dépose un projet dans le PIA 4, plan d'investissement d'avenir 4e volet sur les territoires intelligents durables. Et ça sera un projet qui est porté par la commune de Porto Vecchio, associé à l'Université de Corse, le syndicat d'électrification et la commune sud de Corse. Et l'idée, de manière générale, c'est de s'inspirer déjà de tout ce qui a été fait. Par exemple, sur Capamo, l'outil est déjà, on en a discuté très largement comme inspirant. Sur la partie numérique aussi, des usages qui ont pu être faits. Et là, on se positionne sur un projet où la finalité de la donnée est importante. Là, on se pose la question de la notion de résilience face au changement climatique, face aux différents chocs que l'on peut entrevoir, que ce soit les chocs environnementaux, mais aussi un choc d'arrivée massive de touristes sur une île qui est limitée en termes de ressources. Et l'idée, c'est ça. Alors, l'idée reprend bien sûr la notion de territoire intelligent, smart territory, qui part de la mesure, en passant par la donnée jusqu'à l'information, et comment les systèmes d'information collectent ces données, les utilisent, aident la gouvernance à piloter les infrastructures. Dans l'équation, on rajoute le territoire apprenant. Territoire apprenant, c'est comment le territoire se saisit de ces questions pour non seulement utiliser le numérique, inclure la population, les écoles, mais aussi tous les cadres qui vont piloter par la donnée. Donc ça, c'est une démarche qui est en cours, pour donner finalement le égal, qui est le territoire résilient, un territoire qui est capable d'encaisser des chocs, tout d'abord de les préparer, d'encaisser ces chocs, retrouver la normale et apprendre de ces évolutions. Donc le futur chantier qui est en cours, sur lequel on
on est en train de travailler, ça fait maintenant presque 1 an, et on déposera le 7 septembre prochain, prend cet ensemble de ces thématiques pour essayer de finalement se donner un objectif, une stratégie de résister aux chocs qui vont arriver. Et la donnée est un élément clé pour gérer tout cela, quoi. Merci à tous les